Il est important de s'intéresser aux ressentis du parent burn-out parental pour plusieurs raisons. Parce que, dans un premier temps, lui-même pense qu'il est un ovni. Hein, il est le seul parent qui n'accomplit pas bien sa mission, ou presque. Et d'autre part, parce que ce sont des ressentis qui ne sont pas compris ni reconnus par l'entourage en général, ou du moins pas suffisamment. L'intensité de la souffrance n'est que très rarement perçue. Donc il est important euh, de considérer cela. Quelles sont les manifestations émotionnelles du burn-out parental? Le parent va se sentir littéralement épuisé. Nous l'avons vu parce que c'est l'un des 4 symptômes, ce que l'on appelle pathognomoniques, c'est-à-dire obligatoire pour diagnostiquer le burn-out parental. Nous avions l'épuisement, le contraste entre le parent d'avant et le parent que l'on est devenu, la distanciation émotionnelle vis-à-vis des enfants, le fait de créer une distance, d'instaurer une distance, et la perte de plaisir, la saturation, le fait de ne plus prendre de plaisir avec ses enfants. Donc l'épuisement est inhérent et généralisé chez tous les parents en burn-out parental. C'est la première chose que l'on entend. Et cet épuisement peut être de différentes natures. Il est à la fois physique et il est psychique. Souvenons-nous-en, cet épuisement est tel qu'il ne peut pas se combler simplement avec du repos. Ça va évidemment apporter un mieux-être dans un premier temps, mais ce ne sera évidemment pas suffisant. Et effectivement, s'occuper de leurs enfants demande un effort immense pour le parent en burn-out parental. Lui indique qu'il survit au jour le jour, qu'il n'envisage pas l'avenir. Pour lui, il est déjà extrêmement compliqué de gérer toute une journée. Il ne veut pas se lever le matin. Il ne veut pas vivre une nouvelle journée aussi pénible et difficile que les précédentes. Donc il est littéralement épuisé. D'autre part, le parent en burn-out parental ressent une grande colère qui peut s'expliquer de différentes manières. Il est frustré et la réaction face à cette frustration va être une forme de colère. Pourquoi est-il frustré? Parce qu'il se sent impuissant face à l'enfant, nous l'avions dit. Il essaie de contenir une forme de violence qu'il ressent vis-à-vis de l'enfant, et il ressent également une violence de la part de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant peut taper, peut crier, peut pleurer, et cela pendant des heures, chaque jour. Donc c'est une forme de violence qui est reçue également. La violence peut être verbale, physique, et effectivement, souvent l'enfant n'est que le reflet, n'est qu'un miroir de l'intériorité du parent. C'est-à-dire que l'enfant ressent tout à fait l'état de colère, l'état de violence interne du parent et va le lui renvoyer. Donc il est très difficile de trouver une harmonie entre les deux, de communiquer, alors que voilà, il y a une forme de mur. Le parent est aussi en colère parce qu'il manque souvent d'intimité, de moments à lui. Il est aussi un petit peu responsable dans un sens, c'est que le parent veut tout gérer. Il veut tout faire seul, bien, et donc il va essayer d'anticiper les besoins des enfants, il va lasser leurs chaussures, il va ranger leurs vêtements, il ne va pas les laisser s'autonomiser suffisamment, souvent, ce qui fait qu'il reste indispensable et nécessaire dans toutes les situations, donc l'enfant va le solliciter d'autant plus qu'il est habitué à le faire et peut-être n'a pas envie de manifester une plus grande autonomie puisque le parent se désintéresserait d'autant plus de lui. Autre colère qui peut se comprendre, qui est due à la situation, une situation d'injustice. C'est-à-dire que le burn-out parental a cela d'injuste comparativement au burn-out professionnel que le parent ne peut pas couper avec celui qu'il juge être l'auteur de son agression. Il se sent acculé, il ne peut pas couper avec ses enfants. Il ne peut pas divorcer de ses enfants, il ne peut pas vivre ailleurs. En général, dans toutes les unités médicales,
Long conseil à la mère qui, par exemple, peut vivre un burn-out parental très tôt, hein, lorsque le bébé a quelques mois, voire moins, et on va lui dire mais restez avec l'enfant, gardez le contact physique avec lui, etc. Alors que c'est un moment très difficile pour le parent, justement. Il n'a plus envie de cette proximité et, euh, et il est injuste pour le parent de ne pas pouvoir se défaire, hein, de ce qu'il juge être, je cite, son mini-tyran, son agresseur, son... Oui, son tyran. Ce qui va engendrer des réactions impulsives. Le parent peut se retenir, mais dans tous les cas, il y a une forme de, de violence qui va ressortir de cela, une violence verbale, une violence physique. Nous avions vu l'humiliation, les cris qui peuvent prendre une forme hystérique, euh, les récriminations, etc. Alors, il y a une grande perte d'estime du parent qui va être ressentie. Pourquoi? Parce qu'il se sent en échec et constamment. Un perfectionniste qui, tous les jours, ressent qu'il ne réussit pas, avec une image qui lui est renvoyée constamment de son échec. D'autant plus difficile qu'il a probablement réussi beaucoup d'autres choses en parallèle dans sa vie. Donc, celui qui abandonne tout pour élever son enfant et qui se confronte tout au long de la journée, tous les jours, à son ou ses échecs, effectivement ne peut pas avoir une bonne estime de lui-même. Il peut ressentir une solitude extrême parce que l'on peut l'imaginer. Il s'est débrouillé probablement bien auparavant, puisqu'il y a contraste, il y a un début qui peut être prometteur, et il y a un moment donné où le parent perd pied et où il ressent une immense difficulté. Les gens ne comprennent pas que le parent ait besoin d'aide maintenant, ou ne veulent pas le voir. Ils ont toujours perçu ce parent s'en sortant parfaitement dans d'autres domaines de sa vie, donc ne s'en inquiètent pas à sa juste mesure. Donc le parent va se sentir seul même s'il appelle à l'aide. En général, les proches ont tendance à banaliser, à minimiser ce qui est ressenti, ce qui est exprimé par le parent. Donc personne ne semble l'aider, et d'autre part, il y a un grand tabou de la société concernant le fait de rencontrer des difficultés dans sa parentalité, puisque l'enfant est supposé être le plus grand cadeau de la vie. On est supposé l'aimer plus que tout, alors que le parent justement qui connaît un burn-out parental vit très mal la présence avec l'enfant, veut justement s'en éloigner le plus possible. Donc il y a une grande solitude, la honte de parler de ce sujet qui justement est tabou socialement, et une grande culpabilité de par les réactions assez vives qu'il a vis-à-vis de l'enfant, par exemple, vis-à-vis de l'échec parental, de l'impuissance peut-être aussi à certains moments. Donc tout cela renvoie à une image déjà assez négative en tant que personne, au-delà même du fait d'être parent. Épuisement, colère, perte d'estime de soi, solitude, honte, culpabilité sont des émotions uniquement négatives. À côté de cela, le parent va ressentir une forme d'anesthésie émotionnelle, ce qu'on appelle en anglais numbing. Le parent va se dissocier, va se déconnecter de son enfant, de ses enfants. Il va adopter une forme de neutralité affective, sans joie ni tristesse apparente. Il va apparaître aux yeux d'une personne extérieure comme un robot qui accomplit les tâches requises, nécessaires, mais sans aucune chaleur, sans aucune âme. Et l'on peut comprendre cela dans le sens où il y a une forme de dépression associée au burn-out parental, même si ce n'est pas une dépression en tant que telle, mais il y a une forme d'anesthésie, c'est bien ça. Alors, le parent pourrait considérer qu'il n'aime plus, puisqu'il n'éprouve presque plus rien pour se protéger, pour garder l'énergie suffisante pour ne pas s'effondrer. C'est une protection psychologique, il n'est pas véritablement en désamour avec ses enfants, mais il craint cela, et il se sent d'autant plus coupable, cela alimente la culpabilité,
et ainsi de suite. Nous avons vraiment un cercle vicieux d'émotions plus que négatives, de ressentis négatifs. Le parent va aussi ressentir un sentiment de vide physique, affectif. Il va dire je suis vidé, je n'en peux plus. Hein, on a vraiment des termes assez hyperboliques. Je le déteste, je n'en peux plus, c'est impossible, c'est intolérable, il est insupportable. Tout sera dans l'extrême. Ce sont des termes forts et c'est pour ça, souvent, celui qui est en burn-out parental sait qu'il s'exprime euh, de manière choquante parce qu'il ressent une grande violence en lui, une grande colère. Et donc effectivement, il a du mal à le traduire avec des termes beaucoup plus objectifs et neutres. C'est très subjectif. Et effectivement, celui qui vit un burn-out parental est tout à fait auto-centré sur son mal-être, sur sa souffrance. Il va se sentir également, ce parent, triste et découragé, puisque tout semble inaccessible, impossible. Souvenez-vous-en, une journée est déjà extrêmement difficile à envisager. Certains ne peuvent pas se lever littéralement du lit. Il y a une peur qui peut habiter le parent en burn-out parental, c'est bien sûr celui de ne pas être suffisamment bon. Il a probablement à ce stade laissé tomber le fait d'être un parent idéal, mais même un parent acceptable, moyen, il ne se sent pas du tout proche de cela. Il ressent une anxiété chronique, il est inquiet, souvent il y a, puisqu'on parlait de troubles du sommeil, il y a des manifestations oniriques, il y a des pensées furtives, des ruminations qui entretiennent ce cycle de l'anxiété. Et les anticipations sont relativement négatives vis-à-vis de l'enfant. Le parent ne va pas profiter du moment présent et il va se dire cela risque de mal tourner. Il a peur, en fin de compte. Il a peur d'avoir honte du comportement de ses enfants, de l'image que cela va renvoyer de lui. Il a peur de ce qui va se passer au supermarché, il a peur de se rendre au parc, dans un lieu public, chez le médecin, dans la salle d'attente. Il a peur d'engager les devoirs avec son enfant en se disant que ça va déboucher sur une crise, etc. Tout n'est que anticipation négative. Et il y a évidemment un sentiment d'échec. On parlait de perte d'estime de soi en tant que parent. Inévitablement, l'image est complètement détruite du bon parent. Il y a un sentiment d'incompétence. Donc, il va avoir des pensées vis-à-vis de lui qui sont éminemment négatives. Je rate tout ce qui compte. Je n'arrive jamais à tout faire. Je suis un mauvais parent. Donc, les ruminations sont négatives. L'on peut comprendre avec tous ces ressentis si négatifs, si intenses, si fréquents tout au long de la journée, de se brimer, de s'en vouloir, de se culpabiliser, de ressentir une colère uniquement des énergies négatives, l'on peut comprendre que cela débouche sur un syndrome qui lui-même va nuire à la parentalité. La question qu'on peut se poser finalement, c'est mais pourquoi personne ne voit, ne constate que je vais si mal? C'est ça qui peut paraître étonnant quand on pose des questions à des parents dans un groupe de parole. Quand je dis des personnes, je pense aux partenaires, aux parents du parent, les grands-parents des enfants, les frères, les sœurs, les amis les plus proches. C'est surprenant parce que pour le parent, il vit une souffrance tellement intense et il arrive que ces personnes en parlent très régulièrement, mais les proches ne vont pas s'alerter. Donc nous avons dit que c'est peut-être un parent qui, dans d'autres domaines de sa vie, réussit très souvent, s'accroche, est déterminé. Donc ces personnes peut-être pourraient supposer que ce n'est que passager. Mais il peut s'agir aussi d'une forme de déni, parce que la personne avec qui l'on vit ne peut pas ne pas du tout se rendre compte, vie au quotidien j'entends, le partenaire de vie, s'il y en a un, ne peut pas ne pas se rendre compte, du tout de la colère, de l'épuisement, de la solitude, de la tristesse, du sentiment de vide, de l'anesthésie émotionnelle du parent.
hein, il ne peut pas y avoir une négation totale. Donc il y a des nids, hein, un déni probablement protecteur. Pourquoi? Pour ne pas tout changer, parce que le partenaire doit se rendre compte qu'il a un rôle, hein, il a un rôle dans le mal-être du parent, hein, de l'un des parents, de l'autre parent. Et donc, effectivement, et peut-être qu'il se dit, eh bien, si je mets le doigt dessus, moi aussi je vais devoir mettre la main à la pâte, j'ai pas du tout envie de sombrer dans cet état, moi aussi, ça me fait peur. Hein, donc, peut-être que c'est conscient, peut-être que c'est inconscient, mais il y a un peu de cela, le fait de se protéger soi-même. Et oui, si l'autre fait absolument tout, gère tout dans le foyer, hein, les rendez-vous médicaux, les accompagnements aux différentes sorties des enfants, activités extrascolaires, tâches ménagères, etc., euh, l'autre parent peut prendre peur en se disant, mais la personne, oui, elle gère absolument tout, si je prends sur mes épaules un peu de ce qu'elle porte, voilà, je crains pour moi. Et c'est une manière aussi de ne pas reconnaître sa responsabilité, parce que si l'on n'aide pas un proche que l'on aime, qui va si mal, si l'on est dans le déni, on peut se protéger en se disant: «Bon, eh bien, je ne suis peut-être pas si responsable que cela, hein, je n'ai pas agi, donc si je reconnais qu'il ou elle va si mal, je suis responsable, je ne l'ai pas aidé. Or, je suis très proche de lui, d'elle». Donc il y a vraiment des barrières, hein, qui nous éloignent les uns des autres, hein, les parents des enfants, et puis les deux parents l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est aussi ce que l'on peut observer concernant les frères, les sœurs, hein, parfois les parents et leurs enfants, enfin je parle du parent avec son propre parent. D'ailleurs, il y a très peu de témoignages de partenaires. Il y a des témoignages souvent de parents, qui disent avoir constaté un certain nombre de réactions, hein, de la part du parent qui va mal, mais avoir jugé que c'était une éducation qui n'était pas adéquate selon eux. Donc il y a un jugement qui est plus distant dans le sens d'une génération, hein, qui diffère. En revanche, les partenaires souvent appartiennent à une génération similaire, et dû à la honte, on a peu de témoignages, de véritables témoignages rétrospectifs. C'est ce qu'on peut supposer.